Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour la tranche info en direct sur votre antenne Canal 10 Télévision avec au programme de votre soirée le développement des titres de l'actualité locale dans l'Info 10 qui sera suivi d'une heure de débat dans le Focus et je rencontrerai ce soir notamment Steven Jean-Yves Zamor qui permet justement à des mannequins guadeloupéens et martiniquais de s'exporter à l'international. En troisième partie de ce LTI, vous retrouverez Yves Boisset pour ses politiques, mais en attendant, place à l'info. Nous sommes le mercredi 6 novembre 2019 et voici les titres de cette Info 10. Nous reviendrons sur la mobilisation de personnes atteintes de handicap devant la MDPH du Gosier. Ils réclament le versement de leur allocation qui tarde à venir. Nous nous rendrons sur le chantier de travaux à Perrin aux Abîmes, des travaux qui visent à relier le réservoir de Boivin à la nouvelle usine de Perrin. Et pour finir, nous parlerons du colloque autour de l'écrivain Édouard Glissant. Et le meurtrier de Johan Equinox a été condamné aujourd'hui à 14 ans de réclusion criminelle. En 2017, lors de son premier procès, Paul Kent avait déjà écopé de 14 ans de prison. Il avait été ensuite condamné par la Cour d'appel des mineurs à 12 ans de réclusion criminelle. Une peine trop clémente pour la famille qui l'a conduit à comparaître une troisième fois devant la Cour d'appel de Fort-de-France. Et au terme de 3 jours d'audience, la sentence est tombée donc avec ses 14 années de prison, un jugement qui confirme la décision en première instance. Et on rappelle que l'accusé a poignardé Johan de 8 coups de couteau pour s'être opposé au vol de son téléphone. C'était devant le lycée Bainbridge. Et les 2 jeunes suspectés d'avoir caillassé les pompiers lors de la mobilisation des agents de la ville de Bémao, ils ont comparu aujourd'hui devant le tribunal. L'un écope d'une peine de 6 mois ferme et l'autre de 6 mois avec sursis. Un jugement beaucoup trop injuste selon l'UGTG qui les accompagnait. Regardez. Nous avons quand même des solutions urgentes à trouver pour ces personnes dans leur cadre de vie. En effet, sur les 2 points les plus importants, parce que la télévision c'est quelques secondes, il faut savoir que ces personnes qui sont là, nombreux entre elles n'ont pas obtenu leurs prestations et leur allocation AH et PCH depuis entre 8 et 9 mois. Et il y en a d'autres, il y en a ceux qui sont là depuis 1 an et demi. Donc, vous comprenez aisément qu'il y a des conséquences graves pour ces personnes. Nous nous sommes dit qu'aujourd'hui, on va les accompagner. Ils sont au nombre aujourd'hui de 18 pour demander rapidement une solution qu'on appelle urgence absolue par rapport à ces prestations. Cela fait des années que nous intervenons les instances qui prennent en charge les personnes en situation de handicap. Mais apparemment, nous restons inaudibles. Donc c'est à la suite des différentes audiences que nous avons demandées que cette manifestation a eu lieu aujourd'hui. Nous espérons qu'à la suite de cette manifestation, que les choses vont s'améliorer pour les personnes en situation de handicap. Ces personnes ne voulaient pas nous recevoir aujourd'hui. On a fait le forcer. Donc on a présenté une fiche de nos doléances, l'ensemble des associations. Et vendredi, nous allons être reçus par les politiques et la direction pour pouvoir trouver ensemble des solutions. Mais bien évidemment, ce qui nous intéresse aujourd'hui et vendredi, c'est d'avoir un groupe de travail pour qu'on soit associé avec ces personnes pour trouver des solutions, à savoir des solutions catalogiques, c'est-à-dire d'une part en ce qui concerne les prestations, ce qui est une urgence absolue, et après on verra pour faire appliquer l'ensemble des éléments de la loi du 10 février 2005. Légère inversion dans les sujets. Vous venez de voir justement la mobilisation de personnes atteintes de handicap qui n'ont pas perçu leur allocation personnes handicapées depuis 9 mois pour certains et jusqu'à 18 mois pour d'autres. Et maintenant, effectivement, on part au tribunal de Pointe-à-Pitre où le verdict du procès des caillasseurs a été rendu. Et je vous le rappelle, l'un écope de 6 mois de prison ferme et l'autre de 6 mois de prison avec sursis. Le reportage.
Et visiblement, le problème technique persiste. On passe à autre chose car depuis quelques jours maintenant, un message circule sur les réseaux sociaux au sujet d'une femme qui se serait fait flasher pour l'utilisation de son téléphone au volant. Une info démentie par la préfecture qui a une fois de plus précisé que les radars tourelles ne contrôlent que la vitesse pour le moment. Et en tous les cas, le projet de déploiement se poursuit. 100 dispositifs de contrôle seront installés sur nos routes d'ici fin 2020. Un braquage organisé pour des milliers de Guadeloupéens ayant signé une pétition contre leur installation. Un sujet brûlant porté à l'Assemblée nationale par nos députés et en particulier Max Mathiazin qui hier interrogeait la ministre de l'Outre-mer qui visiblement ne savait pas trop quoi répondre. Je vous poserai une question. Pourquoi est-ce que vous punissez, enfin le gouvernement punit les Guadeloupéens alors que nous sommes déjà avec un but à des problèmes d'eau potable, de santé, de chlordécone, de logement, de chômage. Sur 450 radars tourelles décidés pour le programme 2018-2019 pour toute la France, je dis bien toute la France, 450, vous en mettez 100, le gouvernement décide d'en mettre 100 en Guadeloupe, en nous expliquant qu'il y en aurait 20 qui fonctionneront en permanence et que ça sera déplacé tout le temps et que les autres pourront être des leurs qui vont nous traquer sur 1035 km de route nationale. Pourquoi 100 radars, soit un radar tous les 10 km? Et sachant que ces radars filment en permanence. Pourquoi est-ce que vous ne mettez pas en place une commission d'information sur l'installation de ces radars, sachant qu'une pétition a recueilli beaucoup de signatures, je dis bien beaucoup de signatures, c'est la pétition ayant recueilli plus de signatures en Guadeloupe jusqu'à présent, plus que sur le chlordécone ou sur la santé. Les radars tourelles, ils ont été décidés et mis en place en Guadeloupe après une concertation avec les élus du territoire. Alors peut-être pas les parlementaires, mais région et département. Est-ce qu'il en fallait 100? C'est pas moi qui vais vous répondre, hein. Je ne suis pas une technicienne de la sécurité routière. S'il a été décidé effectivement que c'était un objectif à atteindre, cet objectif a été décidé entre effectivement les services de l'État et les élus. Ce qui est clair, c'est que le Premier ministre a réaffirmé sa volonté de lutter contre les accidents de la route dans l'ensemble du territoire, enfin sur l'ensemble du territoire français, y compris effectivement dans les territoires d'outre-mer, que des expérimentations sont menées et que la Guadeloupe fait partie de cette expérimentation. Là encore, je ne le savais pas, je l'ai découvert lors de cette difficulté. Moi, ce que j'ai vérifié, c'est y a-t-il eu concertation? Pourquoi la Guadeloupe en expérimentation? Et est-ce qu'effectivement, on est au rendez-vous de ce qui était nécessaire? Aux trois, j'ai une réponse positive. Je vous la transmets, l'avis du Premier ministre a été donné. Effectivement, si même la ministre de l'Outre-mer n'est pas au courant, c'est vrai que c'est une situation qui risque d'être très problématique à l'avenir. Et depuis plusieurs mois maintenant, la ville des Abîmes travaille à mettre fin au tour d'eau qui plombe le quotidien de ses administrés. Un plan d'urgence qui avance lentement mais sûrement selon la municipalité qui assure qu'à l'issue de tous ces travaux, eh bien, le problème sera réglé et le liquide précieux pourra couler dans les robinets enfin. Et après l'inauguration de l'usine de Perrin qui permettra une nette amélioration de la distribution dans des secteurs où les abonnés effectivement sont laissés pour compte, on peut le dire, eh bien cette unité sera connectée au réservoir de Boivin, un maillage qui nécessitait la pose de 4,3 km de canalisation, un ouvrage réalisé à plus de 99%, mais restait à poser 130 mètres qui correspondent au tronçon passant sous la route nationale 5 au niveau du rond-point de Perrin. Un chantier très technique entamé ce jour, le reportage. Alors, bonne nouvelle, hein. Cap Excellence réalise aujourd'hui l'avant-dernière phase du chantier qui va permettre de relier le réservoir de Perrin à côté de l'usine neuve que nous avons construite récemment avec le réservoir de Boivin. Par ce passage souterrain qu'on vient de voir, et ça va permettre à tous ceux qui dépendent du réservoir de Boivin de
bénéficier d'un surcroît d'eau et donc mettre fin progressivement au tour d'eau les concernant. Donc il s'agit de 9 000 abonnés, 19 000 habitants des Abîmes, le tiers des Abîmes, autour du centre des Abîmes, le bourg, le Bazin, Néré, Bois-Ripeau, Providence, une bonne partie des Abîmes. Donc c'est une bonne nouvelle. Il restera courant 2020 avec d'autres travaux du plan d'urgence, de faire en sorte que les habitants des Grands Fonds, qui dépendent d'un autre réseau, mais toujours dépendants du SIAG, puissent bénéficier de gros travaux qui vont permettre eux aussi de voir les concernant la fin de tour d'eau. Voilà, donc là on est dans la réalisation d'un chantier qui fait 4,5 km de canalisation fonte diamètre 400 entre l'usine de production d'eau potable de Perrin et les 2 réservoirs de Boivin, 4,5 km. Tout est posé, il ne nous reste plus qu'à franchir la Nationale 5 qui est sous circulation. Et pour cela, pour passer ces derniers 130 mètres de canalisation, on utilise la technique du forage dirigé qui permet depuis la surface de s'affranchir de tout obstacle. Comme vous le voyez, la circulation est permanente et sur chacune des berges, on a fait nos installations et on va passer cette canalisation souple qui est un PEHD en diamètre 500 et qui va traverser la Nationale à 6 mètres de profondeur pour rejoindre le réseau déjà posé de l'autre côté. Alors, à la question en cas de problème, que se passe-t-il à 6 mètres de profondeur sur la Nationale? Alors, on répond par un produit, on garantit, si vous voulez, le minimum de risque par la nature du produit. C'est du PEHD PN16, soudé bout à bout, et il est aujourd'hui posé dans un tunnel qui va faire 700 de diamètre, entouré de bentonite. Donc aujourd'hui, il est soumis à aucune contrainte, et c'est un tuyau qui peut résister des années et des années, il n'y a aucune contrainte. Un plan d'urgence en eau potable donc qui devrait mettre fin au tour d'eau d'ici 2020, donc l'an prochain. 2020 qui devrait aussi acter la création réelle du syndicat unique de gestion de la ressource ici en Guadeloupe. Hier, je vous parlais de ce courrier de l'UGTG adressé aux différents présidents de PCI, mais aussi des collectivités majeures, à savoir Josette-Bourel-Lincertin pour le département et Aréchalus pour la région. Un courrier qui concernait effectivement une opération, une tentative de maintien de l'emploi, puisqu'il y aurait un plan de licenciement de 240 personnes qui serait prévu pour la fusion justement des entités et la création du syndicat unique. On sait qu'une réunion un peu secrète a lieu en ce moment avec justement les présidents de PCI et la présidente du conseil départemental. Il me semble que le président de région y est aussi pour déterminer effectivement les suites de cette affaire. Mais Aréchalus nous a déjà fait parvenir un courrier dans lequel il stipule effectivement qu'il s'arrangera pour garantir le maintien de ces emplois. Sinon, effectivement, la situation sociale risque de se compliquer. UGTG qui a donc dénoncé ce plan de licenciement et qui accompagnait les 2 caillasseurs présumés qui auraient effectivement attaqué les sapeurs-pompiers lors d'une de leurs interventions sur un feu de barrage lors de la mobilisation des agents de la ville. On part pour le tribunal de Pointe-à-Pitre. Aujourd'hui, je vais arrêter cette Siboga, mais nous commandons que Madame le maire Abimao, Hélène Polifonte, c'est qui a tous ces problèmes-là. Alors, aujourd'hui, je nous commande que c'est qui tout bien parce que gendarme d'Ivoitier a casé, pompier d'Ivoitier a casé, alors c'est moi qui pour régler tout ça. C'est pour corriger tout ça parce que l'homme ne veut pas se bitin là, ça arrive en commune, il a organisé pour se bitin là pas arriver. Vous comment ça on expliquer? Alors aujourd'hui là nous venons là c'est pour la guerre cette Siboga avec pour ça pas rien fait encore à Bemao c'est bitin là ça. Prochain problème qu'il y a à Bemao nous ne fait pas arrêter pour qualité de Siboga. Parce que ça il a fait à Bemao concerne nous. Et si nous bab qui pété, c'est mais là pour régler tout ça. Parce que c'est à cause de si ça arrive aujourd'hui jour là. Alors on va dire puisque ça fin parler. C'est maman Yonada cette monde là qui a présenté un procès là ça. Et ça a fait moins la peine parce que normalement nous sommes des élus et ils doivent être négociés, discuter avec employés à eux, chose qu'ils n'ont pas fait, ils ont une tête. Dans tout ça, ils ont fait, ils ont tout ça, ils ont fait une raison. Mais il faut savoir que vous si à dans le bureau et c'est mon qui travaille, c'est eux qui ont soleil chaud là, c'est eux qui ont pointé. Et vous c'est payé à eux ça c'est fait. Alors si vous négociez avec eux depuis au départ,
Nous pas obligés d'arriver à un bordel comme ça. Le tribunal correctionnel de Pointe-à-Pitre va juger 2 jeunes accusés de violence contre les gendarmes et contre les sapeurs-pompiers. J'ai, je crois, démontré que le dossier était vide. En tous les cas, le procureur de la République n'a pas réussi à démontrer leur culpabilité. Ils ont été condamnés à 6 mois de prison ferme pour l'un, avec sursis pour l'autre. Ce n'est pas une décision satisfaisante parce que malgré tout, nous avons 2 personnes dont la culpabilité n'est absolument pas démontrée, qui sont condamnées. Aucune personne qui croit en la justice ne peut accepter cette décision. Mais c'est peut-être la moins pire de toutes celles qui va être rendue. Voilà pourquoi je verrai avec mes clients si nous faisons appel de ces décisions ou pas. Une affaire à suivre donc. Et maintenant, je reçois Yann Nanette qui est chargé de mission SOS Jeunes. Bonsoir à vous. Bonsoir, merci de me recevoir. Alors, vous travaillez justement, vous œuvrez dans le quartier des Lauriers, à Pointe-à-Pitre. Alors, nous n'œuvrons pas uniquement sur le quartier de Pointe-à-Pitre, nous œuvrons sur toute la région guadeloupéenne. C'est juste que nous sommes basés à Pointe-à-Pitre. Et historiquement, l'entreprise d'insertion s'est toujours appelée SOS Jeunes et la maison mère, maison de quartier Laurier Web. Donc le nom est resté, mais nous œuvrons sur toute la Guadeloupe. En tout cas, vous vous occupez de publics difficiles. Précisément. Vous essayez de réinsérer. Oui. Par quel moyen? Alors, dit difficile, parce que je pense. Oui, j'aime bien la précision. D'accord. Alors, un public dit difficile, mais si vous voulez, alors les moyens que nous employons sont l'emploi, l'insertion par l'activité économique et le cœur de métier de SOS Jeunes, c'est vraiment tout ce qui est espace vert, petits travaux de maçonnerie, embellissement du paysage, et puis en cas de besoin, nous recrutons toujours du monde pour les différentes tâches qui nous sont confiées. Est-ce que leur donner un petit job, un travail, garantit effectivement de les remettre sur les rails? Ou bien c'est juste un plus? Ben alors je pense, alors nous partons vraiment du constat qu'un jeune, parce que nous sommes SOS Jeunes, nous sommes prioritairement axés sur les jeunes, qu'un jeune au travail, c'est un jeune hors de la rue. Donc c'est déjà un facteur de risque en moins. Et nous ne sommes pas garants de ce qu'ils font après le travail, mais pendant le travail, ils sont très encadrés, ils sont très sollicités aussi, toujours poussés à donner le meilleur d'eux-mêmes. Donc oui, je pense que le travail, c'est une bonne manière de redonner confiance à quelqu'un et aussi de lui rendre, parce que c'est un public, comme vous dites, dit difficile, de lui rendre sa dignité. À partir du moment où la personne se sent valorisée, ben, le reste suit en général. On est quand même dans un système qui est un peu excluant, je pense qu'ils se sentent exclus. Souvent, on dit que les jeunes ne veulent pas faire grand-chose, ce qu'on estime qui est littéralement faux. Souvent, ils veulent s'insérer, mais ont des expériences malheureuses. Donc, est-ce que vous arrivez facilement à les convaincre de se remettre à la tâche? Alors, ce n'est jamais facile. Ce n'est jamais facile. Pourquoi? Parce que la personne qui intègre un circuit d'insertion vient avec ses valises, c'est-à-dire tous les problèmes qu'elle a connus préalablement. Et ensuite, il faut déjà cibler ce qui la pousse, si jamais elle est exclue, ce qui la conduit à l'exclusion. Disons déjà. Est-ce que c'est structurel? Est-ce que c'est structurel? Est-ce que c'est situationnel? Est-ce que c'est une malheureuse, voilà, est-ce que c'est une malheureuse aventure ou bien est-ce que c'est un système qui est établi autour de lui? Est-ce que ce sont les fréquentations? Donc voilà, c'est jamais facile, mais une fois qu'ils arrivent, parce que l'entreprise d'insertion arrive vraiment au bout de parcours. Avant, il y a tous les partenaires qui sont le Pôle emploi, la mission locale, certains psychologues, des associations de remobilisation. Il y a tout un parcours avant que le jeune arrive jusqu'à l'entreprise d'insertion. Donc lorsqu'il arrive, c'est qu'il est déjà employable et c'est un accompagnement vers une sortie positive. Ça ne peut être que positif pour eux, mais encore, effectivement, faut-il qu'il y ait des placements. Vous organisez un forum des métiers très prochainement, mais est-ce que les chefs d'entreprise ne sont pas un peu frileux à l'idée, justement, d'employer ces publics? Ben non, les chefs d'entreprise ne sont pas du tout frileux, pour la bonne raison que, déjà, ils sont pas mal à avoir joué le jeu. Que ce soit dans le cadre des job dating, alors 100 postes à pourvoir, c'est déjà énorme, je trouve. Je crois, enfin, il me semble que c'est une première en Guadeloupe. Deuxièmement, les offres d'emploi ont été adaptées. Les offres d'emploi ont vraiment été adaptées. Il y a des entreprises telles que, par exemple, un de nos partenaires, Officium, qui a des postes à pourvoir qui sont quand même pointus, du type webmaster ou ce genre de choses, qui a fait le pari de ne pas miser sur
le diplôme que détient le candidat, mais vraiment sur son envie de s'investir, sur ce qu'il a pu faire extrascolaire en fait, les activités extrascolaires. C'est-à-dire que des fois, certaines personnes arrivent, n'ont pas le diplôme qui les légitime, mais ont une expérience qui dépasse qui dépasse ce qu'on aurait pu attendre d'elles, en fait, ces personnes. Donc c'est un nouveau champ de possibles. Exactement. Je ne sais pas si vous êtes familier avec l'école qui avait été créée par Xavier Niel en Hexagone. Ça me dit quelque chose. À Paris, c'est l'école 42. Oui. Où en fait, ils se rendent rapidement compte qu'il y a des personnes qui arrivent à être exclues alors que ce sont de vrais génies. Et par exemple, Officium a fait ce pari-là, se dire que voilà, nous voulons d'un webmaster. Dans les acquis qu'il faudrait avoir, en principe, il y a des diplômes, sauf que là, c'est non. C'est qu'est-ce que vous avez déjà fait? Comment pouvez-vous prouver que vous êtes fait pour ce poste, même sans diplôme? C'est un peu le même principe que les hackers. On ne va pas les débaucher parce qu'ils ont des diplômes, mais bien pour leurs compétences informatiques. Ben, c'est là qu'on va en venir, en fait. Après, j'ai pris Officium comme exemple, mais il y en a beaucoup d'autres. Et ce serait un plaisir pour que le public vienne découvrir ces employeurs qui ne sont pas frileux. Alors, comment ça va se passer, justement, ce forum des métiers? Alors, le forum des métiers aura lieu tout d'abord à l'ancienne CGRR, sur le parking de l'ancienne CGRR de Pointe-à-Pitre. Alors, ouverture des stands à 8h30. À partir de 8h30, il y aura les officiels qui vont faire leur allocution. Ensuite, il y aura un débat qui ciblera les freins, qui identifiera les freins que rencontrent, enfin, ce qu'on estime que rencontrent les personnes. Ça a été dépisté des suites de diagnostic, bien entendu. Les freins que rencontrent ces personnes c'est une façon de leur dire, voilà, on sait ce qui vous freine, on a pris la mesure de l'obstacle que ça constitue, et maintenant, voici nos propositions. Donc voilà, on aura ce débat qui sera en simultané avec des simulations d'entretien, des ateliers, par exemple, par un de nos partenaires qui est le Pôle emploi, des ateliers de réécriture de CV, des ateliers d'appréciation du savoir-être, et beaucoup d'autres ateliers du genre. Ensuite, après le débat, il y aura le début des job dating. Donc voilà, les job dating, ce sera quoi? Ce sera des chefs d'entreprise ou bien des entreprises de travaux temporaires, des boîtes d'intérim, qui diront, voilà, voici les postes que nous avons à pourvoir, combien de personnes sont présentes pour ces postes, et top chrono, vous avez tant de temps pour pouvoir nous convaincre de vous embaucher. Après, il y aura un débrief et puis la fin de la journée arrivera vite, ce sera 16h30. Et puis... C'est sûr, donc 100 postes à pourvoir pour cette opération, c'est quand même, ça vaut quand même le déplacement. On imagine un peu dans tous les corps de métier, donc ça peut être très intéressant effectivement pour les jeunes qui sont à la recherche d'un emploi. Je voudrais juste qu'on redonne le lieu, l'heure et la date de façon à ce que tout le monde puisse s'y rendre, enfin tous ceux qui sont intéressés en tout cas. D'accord. Avant d'arriver à ça, j'aimerais juste dire qu'il y a 100 postes à pourvoir, mais nous sommes à plus de 1200 dispositifs. C'est-à-dire qu'il y a aussi quelque chose qu'on appelle la garantie jeune, qui est une sorte d'allocation pour les personnes de moins de 25 ans, qui a été proposée par la mission locale, qui est un de nos partenaires historiques aussi. À côté de ça, il y a plus de 600 places pour des formations par le biais du RSMA. Donc nous sommes à 100 postes à pourvoir, c'est-à-dire purement professionnel, quelqu'un qui va travailler, mais nous avons plus de 1200 propositions d'accompagnement ou de formation. Nous avons aussi Cité Lab, je ne sais pas si vous êtes familier avec cette structure, qui propose d'accompagner pour ceux qui ne trouveraient pas chaussures à leurs pieds en tout ce qui est professionnel, pourquoi pas créer une entreprise. Cité Lab vous accompagne. Ça, c'est le nouveau tremplin. Bon, voilà, on n'est jamais mieux servi que par soi-même, comme on dit. Voilà, exactement. Merci beaucoup Yann Nanette, je le rappelle, chargé de mission à SOS Jeunes, qui effectivement participera au Forum des métiers, qui est organisé par l'association de quartier des Lauriers. Merci beaucoup, Monsieur Nanette. Et voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de ce journal. Merci pour votre fidélité. N'oubliez pas que sur Canal 10 Télévision, vous faites l'information que nous diffusons. Le journal revient demain à 18h30. Une bonne soirée à vous.
Et à venir dans la tranche info sur Canal 10, eh bien Focus, donc 1 heure de débrief sur l'actualité locale. Et ce soir, je recevrai entre autres Steven Jean-Yves Zamor, qui est Monsieur Mannequin Antilles-Guyane, puisqu'effectivement, il arrive à découvrir des beautés, des talents guadeloupéens et martiniquais et les exporter à l'international pour les plus grandes marques. Il nous racontera son parcours qui a été tourné, enfin qui a été réalisé lors d'une émission, effectivement, Your Angels Model Success Story. Il nous présentera aussi cette émission. On se retrouvera après la coupure pub. Mais avant ça, on dit bonsoir à Maggie Delaney. Merci beaucoup Maggie pour les encouragements. Bonsoir à Liliane Campbell. Bonsoir à JL des Outils, à Ludovic Tolassi qui est connecté aussi. Bonsoir à Jimmy Karim, à Sylvie Yvan, à Gibon Sonia Bell, à OPP Caraïbes, à Thérèse Rode, à Aldo Gizmo, à Marcel Neuilly et à Odile Zingilet. Bonsoir à tous, merci de nous suivre. On se retrouve après la pub.